Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Pyrénées ariégeoises au temps du confinement. Là, exceptionnellement, ce n'est pas depuis mon bureau à la mairie que je suis, je m'adresse à vous depuis mon intérieur, on peut voir un peu bordélique, mais voilà. Bon. Ce que j'ai essayé de vous montrer, je passe sur les conseils sanitaires d'usage, ils sont toujours d'actualité, et donc vous jouez pas au con. Voilà. Ce que j'ai essayé de vous montrer jusqu'à présent sur l'Algérie, sur l'impact de la guerre d'Algérie sur la société française, c'est que cette affaire était beaucoup plus compliquée que le jeu en blanc et noir traditionnellement décrit. Donc, nous sommes parvenus, à partir de l'échec des calculs français liés à l'opération de Suez, nous sommes parvenus au point de non-retour. Et là, la guerre d'Algérie va connaître ce que l'on en retient aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement une affaire sans visée politique, de maintien à tout prix de la présence française, en justifiant tous les moyens, y compris ceux par lesquels, pour plager l'éditorial de témoignages chrétiens à l'automne 40, qui, par rapport à Vichy et au nazisme, expliquait à propos de la collaboration France prend garde à ne pas perdre autonome, très, très belle formule, ben là, en mettant en place une politique qui ne peut que s'assimiler au fait que la France va perdre son âme. Dès lors qu'il n'y a plus de possibilité de négociation, dès lors que même ceux qui étaient au départ prêts à mater, entre guillemets, les colons, se sont progressivement trouvés sous la coupe de l'idéologie de la présence française à tout prix en Algérie et sur le soutien inconditionnel aux forces armées que l'on envoyait là-bas. Dès lors que la République, parce qu'elle n'a plus la moindre alternative politique, choisit d'abdiquer de toutes ses responsabilités au profit du militaire. Dès lors que il n'y a plus de soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil, on rentre dans une phase où tout part à volo, et je vais essayer d'en donner quelques exemples. Début 56, décembre 56, pardon, le maire d'Alger, Amédée Froger, est assassiné, est exécuté, victime d'un attentat. Bon, ok. En réaction, on transfère à Alger des régiments de parachutistes. Sous la houlette du général Massu, avec 4 grosses circonscriptions, 4 gros bataillons, dont un est confié à Bichard, avec des rappelés, parmi eux le plus jeune député élu lors des élections du Front républicain en janvier 1956, un certain Jean-Marie Le Pen. Ces parachutistes vont occuper la ville d'Alger, la quadriller, apparaître comme une force qui ouvre les magasins dans la Casbah, contrôler la population musulmane. Bref, l'état de guerre absolu. Et en parallèle à cet état de guerre, le pouvoir civil va de plus en plus refuser d'user des contrepoids qu'il eût pu employer.
en tout cas que dans une démocratie, on aurait dû employer. Et cette bataille d'Alger va entraîner une extension des opérations, entre guillemets, terroristes de la part du FLN, la multiplication des attentats. Donc je vous ai mis un certain nombre de diapos sur cette bataille d'Alger. Il s'agit de réprimer à Alger en faisant en sorte que la vie quotidienne puisse continuer, que les magasins soient ouverts, etc. Il s'agit de briser l'insurrection du FLN. Vous voyez, on n'est plus du tout dans une sortie de crise politique, même si les chemins que je vous ai indiqués peuvent nous apparaître totalement ubuesques, abracadabrantesques, comme disait le regretté Chirac, ou débiles, comme l'a dit votre serviteur. Mais vous rappelant qu'en histoire, c'est pas parce que nous jugeons ça débile aujourd'hui que sur le moment, il n'y avait pas une logique interne et que c'est cette logique interne qu'il s'agit de décrypter. Donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans tous les stéréotypes de la sale guerre, et je vais vous en donner quelques exemples. D'abord, un exemple relativement peu connu, qui est qu'au printemps 1957, le pouvoir civil, signe de son abdication, va demander une extension des pouvoirs spéciaux votés un an auparavant, en mars 1956. À l'unanimité, je le répète, de la plupart des groupes républicains, dont à l'unanimité de la représentation nationale communiste au Parlement. Il n'y a qu'un homme au gouvernement qui refuse. Je tiens à le souligner très clairement. C'est François Mitterrand, le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux qui a accepté les exécutions capitales, le garde des Sceaux qui a couvert un certain nombre de choses, mais là, il estime déjà que l'on a beaucoup capitulé du point de vue du pouvoir civil et que les pouvoirs spéciaux première version, mars 56, ne nécessitent pas de donner encore plus de pouvoir aux militaires. J'ai publié le premier, tous les éléments, toutes les notes qui justifient le refus de Mitterrand d'étendre ses pouvoirs spéciaux. Alors rien n'y fait par rapport à la présentation traditionnelle de Mitterrand, le salaud, le tortionnaire en Algérie, mais bon, peu importe, c'est pas pour ça que l'on travaille en histoire. On ne travaille pas pour la polémique politicienne, on travaille pour autre chose. C'est un exemple peu connu, mais qui est caractéristique de l'impasse dans laquelle se trouve la 4e République. Alors, réaction du côté du FLN à ce durcissement absolu, bien c'est évidemment la stratégie des attentats. Et notamment à Alger, où le FLN s'appuie sur un certain nombre de personnages clés, au premier rang desquels il faut mettre Yassef Saadi. Alors je vous ai mis la photo. Yassef Saadi, qui, je dois le dire, n'est pas un personnage forcément recommandable au départ, hein. On va le dire clairement, ancien proxénète à Alger. C'est pas une carte de visite des plus aguichantes, si je puis m'exprimer ainsi. Mais enfin, Yassef Saadi, qui va recruter prioritairement des jeunes filles, parce que comme il explique très bien, les jeunes filles, elles sont plus sexy que les mecs, et donc elles passent plus facilement dans les contrôles de police militaires. Elles vont déposer des colis piégés, des sacs piégés dans des bars, dans des cinémas, dans des boîtes de nuit. Voilà. Des attentats. Des attentats aveugles. Et on rentre dans un cycle absolument infernal. La figure la plus connue,
de ces jeunes filles qui organisent ce combat, c'est l'illustrissime Jamila Boured, qui sera défendue lorsqu'elle sera condamnée à mort par Jacques Vergès. Je vous invite d'ailleurs en ces temps de confinement, si vous pouvez visionner, si vous avez les abonnements chaîne Orange, ce genre de choses, dans la série Documents Histoire, si vous pouvez télécharger le film qui lui a été consacré à Jacques Vergès, l'avocat de la terreur, vous ne perdrez pas entièrement votre temps, notamment sur toute la première partie sur l'Algérie, ce qui ensuite, à mon avis, n'excuse en rien les dérives du personnage qu'a été Jacques Vergès sur d'autres sujets. Mais ça, bon, c'est un autre sujet dont il faudrait que l'on devise de vive voix. Voilà, donc l'enjeu, c'est psychologiquement, par ces campagnes d'attentats, faire plier la population civile à Alger. Faire peur pour que l'opinion de la population européenne d'Alger se retourne contre le gouvernement en transformant la ville d'Alger en zone de combat. Alors, à côté de cela, il y a des exécutions. Il y a des exécutions capitales. Bon, on pourrait parler de celle d'Yvetot, par exemple. La torture devient l'objet d'un débat public avec le livre d'Henri Alleg, La question. Bon. Sur la torture en mot. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, je ne suis pas professeur de morale. Je sais parfaitement bien que dans tout conflit armé, il y a à un moment donné l'exercice de pression physique plus ou moins modérée, le plus ou moins étant un euphémisme, pour obtenir des renseignements. C'est pas la France qui invente ça en Algérie. Non. Ce qu'il y a par contre de nouveau en Algérie, c'est qu'à partir d'un certain moment, et probablement moi je le date de la fin 56, on ne va plus seulement légitimer l'usage de la question, comme on dit pudiquement, pour obtenir des renseignements, mais on va rentrer dans ce que l'armée appelle le cadre de l'action psychologique, c'est-à-dire que l'on va torturer des gens pour que l'exemple de leur torture serve à casser la capacité de résistance collective de la population algérienne. Et en conscience, répétant bien le préalable, que je ne suis pas professeur de morale, et que je ne suis pas là pour juger. J'ai, à titre personnel, infiniment plus de mal avec cette seconde forme de torture. On casse du bougnoul, en espérant que, par leur martyre, le reste de la population va comprendre qu'elle a intérêt à se tenir calme. Cette forme-là est insupportable, absolument insupportable, et indique un franchissement d'échelle qui va aller crescendo. Par exemple, lorsque consigne sera donnée à l'armée française, quand on va dans un village du bled, de violer toutes les femmes. J'ai étudié les rapports d'enquête sur la torture en Algérie. Alors, certains sont d'une complaisance inouïe vis-à-vis du gouvernement Guy Mollet. Et j'ai étudié le rapport Jean Marais, qui est vraiment une des sources assez terribles sur l'usage de la torture en Algérie. Vous avez parfois des éléments insoutenables. J'ajoute que le chef du gouvernement en a connaissance parce que ces rapports, certains il les a sollicités, d'autres lui sont directement communiqués, et puis il y a des lettres de soldats, d'appelés,
dénonçant ce qu'on leur fait faire. Donc j'ai publié tout cela in extenso, donc je ne m'étends pas trop. Je voudrais juste évoquer deux affaires qui m'ont beaucoup marqué. La première affaire, c'est dans un village dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, le fait que l'on enterre des responsables sur la place centrale du village en faisant juste dépasser la tête et que des blindés roulent par-dessus, devant la foule rassemblée. La seconde affaire, oui, pardon, avant d'évoquer la seconde affaire, un mot sur les techniques. Bon, les techniques, ce sont des choses très simples. C'est l'usage de la GGN, donc des électrodes appliquées sur diverses parties du corps particulièrement sensibles et où l'on produit de l'électricité avec des téléphones militaires de campagne, des téléphones à manivelle. C'est la baignoire, c'est le tourniquet. Le tourniquet, c'est un petit jeu qui consiste à suspendre quelqu'un avec par les bras à une poutre et à le faire tourner le plus vite possible par les coups qu'on lui donne. C'est aussi une torture morale, par exemple dans ce qu'on appelle par euphémisme les corvées de bois. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un en corvée faire un travail et vous le flinguez. Témoignage d'un appelé qui explique que par une forme de sadisme, les militaires responsables de cette exécution demandent à la victime de crier « Vive les pommes de terre frites » un certain nombre de fois avant de l'abattre. Donc, voilà. Donc, ce qui pose problème, c'est deux choses. Ce qui pose problème, c'est très sérieusement comment la France, 12 ans après la libération, emploie les mêmes méthodes que la Gestapo. D'autant que, comme je vous l'ai dit, c'est une génération issue de la résistance qui est au pouvoir en France. Ce qui pose un certain nombre de problèmes. Vous en conviendrez. Alors la deuxième affaire qui montre cette dérive absolue, elle m'a été racontée, je ne sais pas si j'ai le droit de vous le raconter, mais enfin bon, où on en est, on va y aller. Elle m'a été racontée par Yves de Chazelle, qui est un avocat dont vous n'avez jamais entendu parler, et moi que j'ai découvert parce qu'il était secrétaire général du groupe, secrétaire administratif du groupe parlementaire socialiste à la Libération, et qu'à ce titre, il a été l'adjoint de Guy Mollet au secrétariat général du Parti socialiste entre 1946 et 1947. Ils se sont opposés sur la question du conflit indo-chinois, de Chazelle étant beaucoup plus libéral et beaucoup plus, entre guillemets, indépendantiste que Guy Mollet, de ce point de vue-là, et ils se sont séparés. Et Yves de Chazelle a fait carrière comme avocat spécialisé dans la défense des militants anticolonialistes. Et de Chazelle, donc, est avocat de quelqu'un soupçonné d'avoir commis un attentat à Alger, maghrébin donc, et grâce à des contacts avec les bureaux du procureur à Alger, qui est lui-même le procureur, quelqu'un d'extrêmement remarquable, lié familialement à de très grands résistants, et qui intérieurement vit assez mal ce qui est en train de se passer en Algérie. Grâce à ces services du procureur, de Chazelle apprend que les faits pour lesquels son client est poursuivi ont été attribués par la police civile, pas par la police militaire, à d'autres personnes d'origine européenne. Donc, fort
de cela, de Chezelle est persuadé que il va obtenir la grâce de son client en ayant le rapport, les aveux, entre guillemets, spontanés de ces gens d'origine européenne, comme on dit publiquement, qui reconnaissent avoir commis cet attentat et que donc on ne peut pas attribuer cet attentat à un Maghrébin. Et il est donc reçu début janvier 1958 par le président de la République. J'ai vérifié tout cela à partir des agendas de Pierre Commun, dont je vous ai déjà parlé à propos des négociations avec le FLN, et de Guy Mollet. Ils ne se sont pas vus, de Chezelle et Guy Mollet, depuis 1947. De Chezelle contacte Pierre Commun, le numéro 2 du Parti Socialiste, secrétaire général adjoint pendant que Guy Mollet était à Matignon, et qui redevient donc numéro 2 du Parti Socialiste quand Guy Mollet redevient secrétaire général du Parti Socialiste après la démission de son gouvernement mi-57. Et donc il y a la trace sur cet agenda du coup de fil que de Chezelle passe à Commun. Et Commun note qu'il en parle à Guy Mollet. Et c'est Guy Mollet qui prend le rendez-vous. Voilà, donc les choses sont claires. Je ne parle pas sur des on-dit. Je ne parle pas sur... voilà. Je ne suis pas du Christophe Barbier. Donc de ce point de vue-là, on est réellement dans quelque chose... donc de Chezelle va à l'Élysée, et là, avant même qu'il puisse s'asseoir dans le bureau du président de la République, René Coty lui explique « Je sais, mon cher maître, votre client est innocent ». Et donc de Chezelle pense avoir gagné. Il pense avoir gagné parce que tout simplement, son client est innocent, donc le président de la République française n'a pas d'autre choix que d'accorder sa grâce, puisqu'il a été condamné à mort par un tribunal de justice militaire et que les peines sont très rapidement exécutoires. Et là, le témoignage de Chezelle, et je n'ai aucune raison de croire qu'il ment, c'est cette phrase abominable du président de la République. Je sais, mon cher maître, votre client est innocent. Mais que voulez-vous? Dans les circonstances présentes, l'opinion veut qu'un Maghrébin soit exécuté. Ce Maghrébin sera exécuté. C'est pour ça que, dans cette affaire-là, sans vouloir faire du sentimentalisme, je dis que, oui, j'applique totalement le titre de témoignage chrétien, que témoignage chrétien destiné à Vichy et aux nazis. France, prends garde à ne pas perdre ton âme. Alors, dans ce climat-là, la violence s'ajoutant à la violence, la solution militaire s'avérant de plus en plus difficile, parce que comment on brise un peuple? On brise une armée, ça c'est pas difficile. Mais briser un peuple, c'est compliqué. Et donc, on s'enferre, on s'enterre dans une guerre sans issue. Et les morts s'ajoutent aux morts. Rétrospectivement, beaucoup de gens diront après, mais nous on était pour l'indépendance de l'Algérie. Ils l'ont pas dit sur le moment. Ils l'ont pas dit, et notamment à gauche. Ils l'ont pas dit sur le moment. Beaucoup de ceux qui diront qu'ils sont pour l'indépendance de l'Algérie ne deviendront en fait pour l'indépendance de l'Algérie que dès lors qu'ils auront peur qu'avec l'OAS, les attentats, après le retour de De Gaulle au pouvoir, le conflit ne s'étende à la métropole. Les gens se sont tus tant que c'était en Algérie, de ce point de vue. Voilà. Alors, dans cette impasse, il y a un phénomène qui va apparaître à côté de l'impuissance ministérielle, l'instabilité, l'absence de toute perspective. Cette abomination morale que je viens de vous décrire. Comment on sort? Et dans ce genre de situation, soit il y a des hommes qui sont capables de faire l'histoire, soit l'histoire fabrique des hommes. Et je vous laisse un peu deviner sur votre fin.
si la France dispose d'un homme providentiel ou pas. Parce que quand on prend les sondages sur les personnalités politiques début 1958, il y en a un dans Paris Match qui dit par exemple que le vieux chef de la France libre, le général de Gaulle, n'a un avenir politique et représente une alternative politique que pour moins de 4% des Français. Ça devrait d'ailleurs, dans la situation actuelle, appeler à certaine modestie. Enfin bon, l'heure n'est pas aux polémiques. On attendra la fin de la crise sanitaire pour demander ce que la démocratie a à demander. Mes hommages, mesdames, messieurs, bon courage à toutes et à tous, et la prochaine fois, nous analyserons le retour du général de Gaulle au pouvoir et ses conséquences. À plus tard.